Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. École malienne, comment faire face aux défis? Mesdames, messieurs, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce débat. Annoncé pour le 15 de ce mois, les orientations des élèves admis au diplôme d'études fondamentales se font toujours attendre. Au même moment, des écoles restent fermées, des enseignants sont en grève. Quelle explication à ces situations? Que faire? Le Grand Dialogue de Studio Tamani s'intéresse à ce sujet avec comme invité Brema Eli Diko, universitaire. Monsieur Diko, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Kumba Yarissi, enseignante à la retraite. Madame, bonsoir. Bonsoir. Mohamed Ag Acharom, analyste au téléphone. Je suis Mrana Kilomeïga. Le Grand Dialogue. 3 semaines après la rentrée des classes, les admis au diplôme d'études fondamentales DEF sont toujours hors du système scolaire. Kumba Yarissi, qu'est-ce qui peut expliquer ce retard dans les orientations? On sait très bien que le DEF se sont déroulés avec beaucoup de retard cette année, les examens de manière générale. Les résultats, naturellement, ne pouvaient être proclamés qu'en retard. Et je pense qu'avec 52% des admis, moi je m'y attendais parce que pour stabiliser tout, ça passe par les académies. Ça revient au niveau central. Et il y a des arbitrages à faire, surtout que l'on sait que le ministre de l'Éducation, comme il l'a dit, tient à ce que le maximum soit envoyé dans des lycées publics. Nous allons arriver à ce Donc, titre. je pense que c'est pour toutes ces raisons que les orientations tardent à se faire. Alors, M. Diko, cette situation explique-t-elle le manque d'anticipation des autorités en charge de l'éducation? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu manque d'anticipation, parce que Kumba l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des facteurs objectifs qui ont mis l'année en retard et qui expliquent pourquoi nous sommes là aujourd'hui. La question de l'orientation n'est jamais une question facile. Il y a des lycées privés qui pullulent. Et certains de ces lycées privés sont en réalité animés par des gens qui ont leurs entrées au ministère. Et donc, habituellement, on sait à peu près quel est le pourcentage qu'on envoie dans les lycées privés, quel est le pourcentage qu'on envoie dans les lycées publics. Mais vu que l'État a des difficultés financières, vu qu'il y a une volonté manifeste de l'actuel ministre à faire en sorte que la priorité soit accordée au lycée public, il faudrait donc discuter avec tous les acteurs de la chaîne et d'ailleurs aussi prendre en compte d'autres éléments. Les éléments, c'est d'abord, l'année dernière, il y a eu la grève des enseignants pendant un certain temps. Et les enseignants ont signé un accord avec le gouvernement et certaines de ces dispositions n'ont pas été non plus forcément prises en compte. Et d'ailleurs, on a entendu ça et là quelques échos, quelques risques éventuellement d'ailleurs de grève. Mais à cela s'ajoute éventuellement le fait que l'année dernière, il y avait des lycées privés qui avaient beaucoup d'arriérés avec l'État. L'État a eu du mal à les payer, donc ça a pris du temps. Peut-être que tous ces arriérés ne sont pas épongés non plus. Donc, même si on veut orienter, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas publier la liste pour certains et laisser tout le monde. C'est que s'il y a 52% d'admis, comme disait Kumba Yarissi tout à l'heure, il faut orienter tout le monde. Dès que la liste sort, il faut qu'obligatoirement on puisse dire combien vont dans les lycées publics et combien vont dans les lycées privés. Et cela aussi se fait sur la base des capacités d'accueil des lycées publics. Alors, Mohamed Ag Acharom, comment vous comprenez ce retard après 20 jours de rentrée des classes? Les 11e sont en classe, les terminales également, les 10e, les nouveaux et les anciens, c'est-à-dire les redoublants attendent toujours. Comment vous comprenez cela? Ok, je crois que... bonsoir d'abord. Bonsoir. En plus de ce qu'a dit Maman Yaris et mon frère Eli Diko, je crois qu'au-delà des problèmes techniques que M. Diko vient de mentionner, il y a vraiment ces problèmes de manque d'anticipation dont Maman Yaris a parlé. Donc vous confirmez qu'il y a un manque d'anticipation? Il y a un manque d'anticipation. Tous ces problèmes techniques sont connus d'avant. Tout le monde savait que le DEF a été fait en retard. Tout le monde savait que cette année, on va orienter la majorité des élèves dans les lycées publics. Tout ça, c'est su d'avance. Qui a donné la date du 15 octobre pour que les orientations soient faites? C'est-à-dire on donne les dates sans
calcule rien, c'est-à-dire on donne des dates au hasard. C'est ce qui fait que les 15 arrivent et il n'y a rien. Et le drame, c'est qu'on ne dit rien aussi aux gens. Les 15 arrivent, on laisse les gens comme ça, sans aucune autre communication. Pourquoi les 15 n'a pas été respecté? Quelle est la nouvelle date? À ce titre, nous allons écouter la réaction de Diakalia Akone, directeur national de la cellule de planification et de la statistique du secteur de l'éducation au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le retard vient essentiellement de 2 points. Le premier, c'est qu'après les missions d'évaluation des établissements privés, nous avons reçu énormément de réclamations de promoteurs qui estiment que leur position n'est pas conforme, en tout cas à l'état, à la qualité de leur établissement. Donc nous avons été amenés à compiler ces réclamations et à envoyer dans certains cas de nouvelles missions pour vérifier afin de donner une suite à ces réclamations. Donc cette situation explique un peu pourquoi il fallait attendre pour savoir si cet établissement devait intégrer la liste d'éligibilité ou si les premières missions, n'est-ce pas, devraient être validées en l'état à travers les rapports déposés. Le second point, c'est que au sortir de l'orientation initiale qui a eu lieu dans les régions, certaines régions ont pris du retard avant de communiquer leurs résultats. C'est le cas de certaines régions du Nord, notamment Ménaka, Gao, et qui d'ailleurs n'avaient pas siégé à temps. Donc ces 2 facteurs expliquent en grande partie pourquoi nous avons pris du retard. Présentement, tout est mis dans l'ordre. Il reste juste quelques petits réglages à faire, quelques réglages nécessaires au niveau national pour les questions de contrôle de qualité et de respect des consignes. Parce que vous le savez, le ministre tient à ce que le public soit rempli et que, en tout cas, les capacités d'accueil communiquées par les académies soient atteintes chaque fois que le vivier le permet. Donc, ce contrôle de qualité, de cohérence au regard des capacités d'accueil du public font que nous sommes obligés de décaler de 24 heures, 48 heures maximum. Mais tout semble rentrer dans l'ordre. Dans les prochaines heures, nous sommes prêts pour publier les résultats. La part des établissements privés peut-être diminuer un peu par rapport à certaines années. Parce que je dois vous dire que si en 2017-2018, nous avons eu à orienter 152 000 admis au DF, il faut se dire que cette année, c'est 98 000 élèves. Donc, un peu moins de 52 000 élèves de moins par rapport à l'année dernière. Au même moment, si vous voulez remplir le public, il est clair que face au nombre croissant d'établissements, il est clair que la part du privé va diminuer. Mais je suis formel, tout le privé, en tout cas éligible en grande partie, va recevoir des élèves, y compris les établissements agro-pastoraux qui n'en avaient pas eu l'année dernière. Cette annonce a été faite le jeudi dernier. Koumba Yaris, est-ce que ces 2 explications tiennent pour mettre tous les pays en retard? Puisque c'est le ministère de l'Éducation qui le dit, on va leur accorder le crédit de lutte. Voilà. Oui. Allez-y. Oui, mais moi je pense que cette histoire, elle est sempiternelle. Ce n'est pas que cette année tout simplement. Il y a des problèmes. Je sais que depuis quelques années, je ne sais pas si ça continue, depuis quelques années, l'éducation, le ministère achetait des établissements à des privés qui ne pouvaient plus les faire fonctionner. Ils en ont acheté quelques-uns. Si cette tendance continuait, ce serait très bien. Parce qu'on ne peut pas sous-traiter son éducation. Le ministère, les 33 ou 35% du budget, ça n'est pas fait simplement pour alimenter les écoles privées et pour payer les fonctionnaires et tout simplement pour faire fonctionner les départements en charge de l'éducation. Il faudrait qu'on sache que les effectifs vont toujours monter. Donc il y a un manque de vision. Vision, je ne sais pas si on peut appeler ça vision, mais en tout cas, il y a un certain laxisme quant à la construction d'écoles. Et ça, ça ne peut pas continuer, c'est insoutenable. Ça ne peut pas continuer. Monsieur Diko, dans sa justification, il affirme également que l'État a l'intention de remplir les établissements en public et que les privés vont voir une réduction de leur quota. Qu'en pensez-vous de cette déclaration?
Bon, vous savez, comme vous avez dit, c'est une déclaration, donc on attend de voir la liste affichée pour pouvoir s'en rendre compte, parce qu'il a dit qu'il y avait environ 152 000 orientés en 2018 et qu'on allait avoir aux alentours de 95 000, donc ce qui est une bonne chose. En fait, en soi, c'est un vœu pieux. Dans des pays comme le Rwanda, cette année, j'ai lu un communiqué il y a quelques jours où les étudiants, enfin les universités privées ont fermé parce que la qualité dans les universités publiques était devenue plus meilleure que dans les universités privées. Ça veut dire que c'est une question de volonté parce que dans la question de l'orientation, il y a deux dimensions. Il y a la dimension structurelle. Il y a eu tellement de forats sur l'éducation, pratiquement chaque année. Il y a aussi même un programme décennal de l'éducation. L'année dernière, ils ont fait les travaux, le PRODEC, donc ils ont fait des recommandations. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, les recommandations dorment dans les tiroirs. La question de l'effectif, la question du nombre de privés, etc., tout ça, ce sont des choses qui sont connues. Et avec l'informatique, on sait qui peut accueillir combien, quand et combien ça va coûter. Quelles sont les ressources qu'il faut. Et les partenaires techniques et financiers ont été associés à tous les forats. Donc les gens ont fait des recommandations. Il suffit simplement d'appliquer peut-être un tiers de ces recommandations et on n'en serait peut-être pas là. Il y a aussi des dimensions actuelles. C'est-à-dire que malheureusement, depuis 2012, l'insécurité se propage au quotidien. Donc aujourd'hui, on a vu par exemple, tout à l'heure, Koumba Yarissi me faisait lire un article, Balé a été attaqué. Donc, quand on voit comme ça, il y a des zones qui, peut-être, lors de l'évaluation des deux missions qui ont été envoyées, ou peut-être de la mission qui a été envoyée, parce qu'il a parlé de deux missions, il y avait des lycées qui étaient accessibles. Mais l'insécurité passe par là, et donc il y a des zones qui sont plus accessibles. On a vu par exemple à Niafonké, je pense, une école qui a été brûlée. Donc, ça veut dire que plus l'insécurité gagne du terrain, plus certains lycées qui étaient prévus pour accueillir des gens ne peuvent plus le faire. Donc, ce sont ces réalités-là actuelles aussi à prendre en compte. Mais manifestement, moi, je pense qu'on est dans une question de volonté politique, parce que lorsqu'on veut avoir de la qualité dans le public, on met les moyens. Une des choses, c'est d'envoyer le maximum d'élèves dans le public. L'autre, c'est de s'assurer qu'il y a une capacité d'accueil de ces élèves, qu'il y a un personnel enseignant disponible, parce qu'on ne peut pas comprendre que les sortants, les diplômés de l'ENSI, par exemple, continuent à chômer, tandis qu'il y a un déficit d'enseignants dans beaucoup de lycées. Je prends juste l'exemple, par exemple, de la sociologie que je connais bien. Il y a très peu d'inspecteurs en sociologie. Ce sont des philosophes qui ont été nommés pour être des inspecteurs en sociologie, ce qui n'est pas, c'est quand même deux disciplines différentes. Donc on est dans une question de volonté, une question de vision. Lorsqu'on veut trouver la solution, on pourrait le faire. Voilà. D'accord. Mohamed Aga Acharom, quels sont les risques liés à cette mesure selon vous? La mesure liée au fait qu'ils doivent orienter le maximum d'élèves dans les secteurs privés, publics, c'est positif, les secteurs privés. Pour moi, c'est l'idéal. Chaque année, c'est la même chose qu'on nous dit. Mais comme l'a dit Diko, c'est des épiers. Chaque fois quand nos dirigeants sortent à la télé, ils annoncent des très belles phrases, mais sur le terrain, on voit exactement le contraire. Ce n'est pas juste un problème de nombre, c'est un problème de qualité. Il faudrait que nos dirigeants se rendent compte que c'est dans le secteur public, c'est l'école publique qui doit être la meilleure. L'exemple qu'il a donné du Rwanda et dans beaucoup d'autres pays, où le secteur privé est moins fréquenté, qui va jusqu'à fermer. Donc pour moi, fine, c'est une très bonne chose, mais il faudrait des mesures d'accompagnement. Est-ce qu'on va juste remplir les lycées et avec des classes qui n'auront même pas d'enseignants? Est-ce que l'infrastructure suit? Puisque si l'infrastructure est dans le stade des déclarations, elle n'est pas encore existante et on veut encore remplir tous les lycées publics avec des effectifs pléthoriques, avec des enseignants insuffisants, ce n'est pas la solution. D'accord. Et on met toujours la charrue avant les bœufs. Il faudrait faire les infrastructures, procéder au recrutement nécessaire et s'assurer que nous avons le maximum d'établissements secondaires en termes de lycées, en termes d'écoles professionnelles. Et en ce moment, on peut envoyer nos candidats et en obtenir les tests dans ces différentes écoles. Mais juste venir bourrer les écoles qui existent déjà, qui déjà ont des difficultés avec des effectifs, c'est donner encore des problèmes au niveau de l'administration de ces différentes écoles. Donc, on attend de voir. Alors, et nous, ici, tant que ce n'est pas concret, ça reste un vieux pied. Alors, Koumba Yarissi, comme Mohamed Aga Acharom vient de le dire, va-t-on faire face à des effectifs pléthoriques dans des écoles publiques? Mais habituellement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe parce que si on ne construit pas d'école,
de nouvelles écoles. Y a-t-il des enseignants suffisants pour faire face? Il suffit qu'on les recrute. On en forme des enseignants. On en forme. Mais avec il y a même des grèves que les syndicats observent parce que les sortants de l'école normale supérieure n'ont pas été embauchés. Pourtant, ils sortent d'écoles de formation d'enseignants. Pourquoi on ne les recrute pas? Et même, ça n'est pas simplement pour les écoles publiques qu'on a besoin d'enseignants de qualité. Parce que ce soit le public, que ce soit le privé, il faut toujours des enseignants bien formés dont la carrière est suivie. Parce que dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Les écoles qui se créent, ils ne sont pas créés par des vendeurs de condiments, par des commerçants, par des je ne sais qui. C'est créé par des enseignants de fonction, de profession. Et si on les crée, ces écoles, elles doivent faire leurs preuves. Au bout de 3-4 ans, elles sont déclarées d'utilité publique. Ça veut dire qu'elles fonctionnent comme les écoles catholiques. Les enseignants qui y sont envoyés sont à la charge de l'État. Leur carrière est suivie. Ils sont payés comme tous les autres enseignants. Et tout le monde est tranquille. D'accord. Un enseignant qui a une classe d'un effectif de 100 élèves, est-ce qu'il va donner un enseignement de qualité? Est-ce que c'est une question à poser? Quel est le ratio à l'international? Peut-être 25. Peut-être 25. 25, peut-être 30 maximum. Mais alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui enseigne le français s'époumonne à atteindre 100 élèves déjà pour se faire entendre? Mais vous venez d'entendre que le ministère disait tout à l'heure que l'État a l'intention de remplir. Oui, que l'État ait l'intention de le faire. Moi, je pense que si on veut être sérieux, si on veut que dans 10 ans, dans 20 ans, ce pays puisse se construire, on aura pour souci l'avenir des enfants. Et l'avenir des enfants, ça passe par l'éducation, ça passe par la formation. Ça passe par la formation aussi. Et moi, je ne suis même pas d'accord qu'on dise tel élève atteint l'âge où on ne peut plus l'orienter. Ce n'est pas juste. Parce que ça ne dépend pas toujours d'eux. On doit créer des écoles de formation. Je vais poser cette question à M. Dicko. M. Dicko, quels devraient être les critères des orientations, comme Mme s'inquiète? Pour moi, tous les Maliens, peu importe leur âge, lorsqu'ils sont déclarés admis au DEF, doivent être orientés en point. Parce qu'à partir du moment où on est admis, ça veut dire qu'on a un certain minimum de niveau. Ce sont les correcteurs, en tout cas ce sont les académies et les ministères qui ont décidé que vous méritez de passer en classe supérieure. Alors, en orientant certains, en laissant d'autres, on va augmenter le marché du chômage. Donc, on va augmenter le nombre de personnes frustrées dans les pays, et de frustration en frustration, on finit par soit emprunter la voie de la migration irrégulière, parce que le visa, on ne le trouvera pas, soit on va en fait grossir le rang des groupes djihadistes, et malheureusement, nous sommes dans un pays où le terrorisme, ça pullule. Et pour moi, franchement, à partir du moment où quelqu'un s'est battu pour être déclaré admis, il doit être orienté dans l'école de son choix. Alors, ceci dit, l'État peut toujours créer des filières courtes. Des filières courtes dans des métiers. Parce que malheureusement, quand on regarde le carrelage, la couture, la coiffure, la pédicure, la manicure, la plomberie, l'électricité, ce sont des étrangers qui le font au Mali. Alors que ces étrangers qui viennent le faire au Mali sont des gens qui ont appris ça dans des écoles professionnelles après le DF là-bas. Donc nous aussi, on peut créer des filières de 2-3 ans, de l'électricité, métiers, bâtiments, ce que vous voulez, l'artisanat, etc., dans des filières courtes, parce que ce sont des métiers qui demain vont donner un emploi. Parce que pour moi, d'ailleurs, c'est une erreur d'envoyer tout le monde dans un lycée public classique. Il a parlé tout à l'heure que des élèves seront envoyés dans des établissements agro-pastoraux. En fait, oui, non, mais en fait, la question, c'est le pourcentage. C'est combien qui sont envoyés là-bas et quel accompagnement on fait. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une culture du salariat, il y a une culture du fonctionnariat qu'on a inculquée
en tout cas aux Maliens. Ce qui fait que chacun veut faire de longues études, être dans un bureau climatisé avec costume, cravate. Donc dans les écoles de filières courtes, agro-élevage, ça n'intéresse pas grand monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des accompagnements, en tout cas des mesures incitatives. Dans ce genre d'école, quand on crée ce genre de filières courtes... Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour les élèves qui ont dépassé l'âge des orientations? Non, pour moi c'est une punition. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut avoir 15 ans, être déclaré admis et préférer faire une école d'agro-pastoral, enfin en tout cas agro-pastoral. Quelqu'un peut avoir 14 ans, être admis et préférer faire hôtellerie et tourisme. Mais sauf qu'il n'a pas malheureusement la possibilité de faire ça, il est obligé de faire de longues études, donc faire 3 ans encore au lycée pour aller à l'université. Or, dans d'autres pays, on a vu qu'à partir du DEF déjà, on peut faire l'hôtellerie, on peut faire le tourisme, on peut faire toutes les filières courtes qu'on veut, quitte à ce que quelques années après, qu'on fasse une autre formation, qu'on revienne sur les tables. Donc pour moi, en réalité, c'est discriminatoire d'envoyer seulement ceux qui ont un certain âge, jusqu'à 16 ans, de les orienter vers le lycée public, technique, classique, et donc ceux qui ont plus de 16 ans, de les mettre dans d'autres écoles qui n'ont pas forcément choisi. Parce qu'il y a la question de l'engouement de la formation. D'accord. Mohamed, quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur l'année scolaire? Bon, naturellement, des retards, bon, ça, on dirait que la liste est pris une conséquence au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que les années soient tronquées, les années soient raccourcies, ce n'est plus tellement une conséquence. Ça soulève une autre problématique, celle encore de nos élites. Puisque tous les problèmes de l'école malienne et de beaucoup de choses maliennes, parce que dans le domaine de la santé, c'est la même chose. Dans d'autres domaines, c'est exactement la même chose. L'école malienne est fréquentée par les pauvres maliens. L'école malienne est fréquentée par les Maliens pauvres. Par les pauvres, les Maliens pauvres. Donc, il n'y a aucun ministre qui a son enfant dans une école publique. Il n'y a aucun directeur qui a son enfant dans une école publique. Tous les gens qui décident de ce qui se passe à l'école, incluant celui qui vient de parler dans votre micro, ils n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Donc, ils vont continuer à discourir. Donc, vous pouvez dire que c'est ce qui explique ce retard dans les orientations. C'est clair et net. Je vous garantis que le jour où ça va être dans la Constitution, ou je ne sais pas dans quel texte malien, qui toute personne qui démarre pour trésor public a l'obligation d'envoyer ses enfants dans les écoles publiques maliennes jusqu'à l'université, ce jour-là, vous verrez que l'école va changer. Vous verrez qu'il y a des meilleures classes. Vous verrez qu'il y a même des infirmeries dans toutes les écoles. Vous verrez que toutes les écoles seront climatisées. Il y aura de l'électricité, il y aura des sanitaires. L'école va changer ce jour. Mais tant que c'est la fille du maçon, c'est la fille du gardien, c'est la fille du pauvre enseignant quelque part qui vont à l'école, ça va continuer à être comme ça. C'est la même chose pour les hôpitaux, c'est la même chose pour tous les domaines que vous voyez en situation très dégradée. C'est parce que les gens qui décident au nom des Maliens ne sont pas directement concernés par cette chose. C'est toute la problématique de nos pays africains. À moins qu'on ait des dirigeants, à la limite, un peu consciencieux. Et pourtant, il y a un ministre qui avait dit à son temps que ses enfants sont à l'école publique et non dans des écoles privées, ici au Mali. J'espère qu'il a donné la preuve. Je ne me rappelle plus exactement qui c'est. Il a dit à Sikasso. Il a donné la preuve. Et peut-être que il y a quelques exceptions. Oui, voilà, tout simplement. Exactement. Il y a quelques exceptions, mais la règle générale, c'est que la majorité sont dans des universités ou des écoles, entre parenthèses, françaises ou turques, je ne sais pas, à Bamako. Nous allons entamer cette deuxième partie du grand dialogue pendant que les admis au DEF attendent leur orientation. Au moins 30 écoles seraient fermées dans la région de Ségou, 17 au Cap de Farako, 11 à Nyono à cause de l'insécurité selon plusieurs sources. Des dizaines d'écoles dans les régions de Tombouctou, Mopti, Gao, Meneka, Kidal et Koulikoro sont également dans la même situation. Écoutons Itous Ag Mohamed Iknan, directeur de l'Académie de l'enseignement de Ségou. Ce jour, moi, je vous parle, nous avons 30 écoles fermées, dont 17 à Farako, tout près là, juste en face de la ville de Ségou, 11 à Nyono et 2 à Sarou. Donc, au total, c'est 30. Ils sont fermés par des bandits armés qui se promènent dans les communes et qui imposent, qui demandent aux gens de les fermer. Si les autorités ont pris des mesures, les écoles allaient être ouvertes. Je ne sais pas si vous voyez un peu la topographie de la région. Farako fait partie du cercle de Ségou et c'est juste derrière le fleuve. Mais il n'y a aucun camp, ni de la gendarmerie,
gendarmerie, ni aucun poste de sécurité dans la zone. Donc les bandits, c'est vraiment là, il y a des années déjà. Et parmi ces écoles fermées, il y en a qui étaient fermées depuis 2017-2018. Et donc les bandits sont là et ils imposent leur loi aux gens. Ils demandent de fermer les écoles, toutes les écoles où l'arabe n'est pas le médium d'enseignement. Alors, Koumba Yarissi, quelle lecture faites-vous de cette situation? Quelle lecture? Depuis combien d'années? L'autre jour, ils sont allés à Niafenke, comme l'a dit M. Diko. Ils n'ont pas que brûlé les écoles, hein. Ils ont enlevé un enseignant. Ils ont enlevé un enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que tous ceux qui sont dans cette zone, ils vont se chercher, hein, ils vont partir. Entre les écoles qu'on ferme, les écoles qu'on brûle et la peur qu'ont les enseignants et tous ceux qui sont fonctionnaires, je ne sais pas si le tiers des écoles fonctionnent dans ces zones-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut nous dire au jour le jour où ça naît? Parce que pour Niafenke, c'est il y a 3-4 jours, hein? Pas davantage. Pas davantage. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Si, en dehors de ça, là où il y a école, là où on peut étudier, ça n'est plus possible, vous voyez dans quelle situation se trouve notre pays. Ouais. Brema Elidiko, est-ce que les groupes armés ont le droit d'empêcher les enfants d'aller à l'école? Bon, la réponse est non, qu'ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'empêcher personne d'aller en fait à l'école. Mais c'est un triste... Alors, qu'est-ce qui explique cette situation auquel nous assistons tous les jours? Les écoles brûlées, les enfants, on empêche les enfants d'aller à l'école. Nous sommes dans une guerre asymétrique avec des acteurs nouveaux qui ont une idéologie nouvelle et qui pensent que l'école forme des voleurs. Et de toute façon, quand on regarde l'actualité malienne, il y a des gros poissons qui sont quand même des gros voleurs. Et quand on regarde toute cette mobilisation récente pour arrêter des gens, en tout cas toutes les délations auxquelles on assiste. Donc, de ce point de vue, il y a une part de vérité que, bon, ceux qui ont été formés, qui sont partis à l'école, qui malheureusement sont en train de détruire, enfin, qui ont les rênes du pays, mais qui détournent des milliards et des milliards, ils ne sont pas moins mauvais que les groupes armés qui ferment les écoles. D'après les études, enfin, quand la semaine dernière, OCHA a publié quelque chose pour montrer qu'il y a plus de 925 écoles fermées au Mali. En 2018, l'UNICEF avait fait un rapport pour expliquer qu'il y avait au Mali 2 millions d'enfants environ qui ne partaient plus en fait à l'école. Et donc, on sait que depuis 2012, il y a des écoles qui ont été fermées, qui n'ont jamais été ouvertes, malgré les déclarations télévisuelles et autres qu'on a vues. Donc, c'est quelque chose... Actuellement, nous sommes à 900 écoles. 925 écoles environ pour tous les pays. Donc, quand on regarde, c'est important. Mais en fait, en plus de ça, ce qu'on ne dit pas, il y a aussi les déplacés. Beaucoup de déplacés Dogon, beaucoup de déplacés Peul à Bamako, et au centre Mabilé, à Faladje, au nord aussi, mais dont les enfants ne partent pas à l'école pour la plupart. Ce sont des enfants qui pourtant étaient scolarisés, qui de fait aujourd'hui... Quel pourrait être l'avenir de ces enfants? Alors justement, l'avenir des enfants dépendra de ce que les autorités, de ce que les Maliens voudront que ces enfants aient comme avenir. Aujourd'hui, il y a l'UNICEF, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il appartient à toutes ces ONG, à l'État malien d'abord en priorité, d'aller vers ces déplacés-là pour voir comment on peut scolariser les enfants des déplacés qui sont là, des déplacés qui ne sont pas prêts à retourner, dans le centre du Mali aujourd'hui parce que de jour en jour, l'insécurité gagne le terrain. Mais Banamba, à côté, on a vu beaucoup d'écoles fermées aussi. Là, c'est quoi? Parce que quelque part, l'État est absent. Et est-ce que l'État va revenir demain? Ce n'est pas sûr. Parce que, bon, malgré la montée en puissance de l'armée quand même... Vous parlez de l'État, on va poser cette question à Mohamed Aga Acharam. Mohamed Aga Acharam, quelle est la responsabilité de l'État dans cette situation? L'éducation, c'est un droit que l'État doit garantir. Donc, à partir du moment où l'État n'arrive plus à garantir ses droits, c'est clair et net, l'État, oui, quelque part, ses responsabilités. C'est comme toute la problématique de l'insécurité et tout ça, là, des citoyens qui sont laissés à eux-mêmes et qui sont à toutes les humeurs des bandits armés. C'est exactement la même chose. La responsabilité de l'État est claire. C'est l'État qui doit assurer l'éducation de ses enfants. Est-ce que l'État ne le fait pas. Est-ce que l'État joue-t-il son rôle de protection des écoles publiques? Est-ce que l'État peut même, dans la situation où on est, l'État n'arrive même pas à protéger les citoyens pour qu'ils puissent déjà respirer, aller et venir, assurer la sécurité de combien d'écoles?
dans chaque village, ou bien voyons dans chaque arrondissement, il y a combien d'écoles? Est-ce que l'État aujourd'hui, dans la situation où on est capable d'avoir suffisamment de soldats pour s'occuper de chaque école chaque jour? Quel sera l'effectif qui sera déployé juste au niveau des écoles? Même la protection du village entier devient un problème pour l'État, apporter la protection des écoles individuelles de chaque... Et pourtant, c'est une ambition pour l'État que chaque village ait une école. Oui, ça c'était avant. C'était une ambition, c'était un autre vœu. Les villages, une école, c'est-à-dire construire une classe avec des bancs à l'intérieur, oui, et faire la photo. Envoyer ça pour les bailleurs de fonds, oui. Vous dites que ça c'était avant, mais l'État, c'est une continuité. Oui, c'est une continuité. Les choses ont changé. Il y a tellement de paramètres qui... Le jour où ça a été déclaré, il n'y avait pas toutes ces rébellions, tous ces banditismes et beaucoup d'autres paramètres qui sont maintenant là. Aujourd'hui, même s'il y a un village, une école, il y a des villages dans lesquels l'État n'ose même pas aller. Comment est-ce que l'État va garantir qu'il y ait un enseignant qui s'en va là-bas? Comment l'État va garantir la sécurité des enfants? D'ailleurs, il n'y a même pas d'enfants. Il y a des enfants qui sont réfugiés au Burkina, en Mauritanie et tout ça. Il y a des villages dans lesquels il n'y a même plus d'enfants. Dans la zone du centre, Bandiagara, Bankaskourou, et dans les villages qui sont entre toutes ces zones-là, il n'y a plus personne dans les villages. Les écoles, elles ont été brûlées et tout ça là. L'État n'a même pas eu le temps de les visiter, à porter de les reconstruire et déployer des enseignants là-bas. Et qui va même partir là-bas? Il y a un moment ici où j'ai entendu, où j'ai lu partout, où on demandait aux enseignants de regagner leur base à Kidal, sinon ils seront suspendus. Moi, je préfère être suspendu que d'aller mourir là-bas. D'accord. Alors, Kumba, l'État est-il dépassé par cette situation? En tant que journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes tout citoyen, vous êtes citoyen comme moi. On se rend compte que plus rien ne va. C'est comme dans les casinos. Faites vos... Passez-moi le mot. Oui, plus rien ne va. Plus rien ne va. Ça nous dépasse. On est complètement... Quand on s'attaque, quand on attaque des camps entiers et qu'on tue des dizaines de militaires, qu'est-ce que vous voulez que nous, on dise? Même à Bamako. Les sécurités, c'est aussi à Bamako. Parce qu'on va assassiner des gens dans leur propre maison. Ça se fait. Sur le pont, le vieux pont, le premier pont qui relie Badalabougou au reste de Bamako, un jour, on a tiré sur quelqu'un qui était sur sa moto, sur le pont. L'insécurité, c'est partout. Hein. Ça n'est pas que les groupes armés, tout simplement. En tant qu'enseignante à la retraite aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez les enseignants que des groupes armés les empêchent d'aller étudier, d'aller faire leur boulot comme il le faut? Oui, comment vous vous sentez? Comment je me sens? À leur place, j'aurais fait la même chose. Moi, ce n'est pas ce qui me choque. Ce qui me choque le plus, ce sont les grèves interminables. Il faut arrêter ça. Il faut que l'État, les syndicats et tout le monde s'engagent à former les enfants. On a ce devoir. Le droit à l'éducation, c'est un droit constitutionnel, jusqu'à l'âge de 16 ans au moins. D'accord, nous allons arriver à cette situation de grève. Monsieur Dicko, quel doit être le rôle de groupes armés signataires de l'accord qui ont souvent le contrôle de certaines localités où les enfants ne partent pas à l'école aujourd'hui? Bon, le rôle des groupes armés signataires des accords, souvent ces groupes armés aussi sont un peu malmenés par les groupes terroristes. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des groupes signataires, mais il reste des Maliens comme d'autres. Le terrorisme est une guerre, en tout cas c'était une guerre asymétrique. Eux aussi, c'est quand même leurs enfants qui sont dans leur localité. Ils se sont battus pour le développement socio-économique de la région. Mais nonobstant cette volonté de contribuer au développement socio-économique de la région, la réalité c'est qu'ils sont aussi entourés par des groupes terroristes qui dictent leurs lois. Mais ça, ce n'est le souhait de personne, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'une des revendications des groupes terroristes, c'est l'enseignement, par exemple, de l'arabe ou en tout cas du
du courant. Pour moi, il faudrait de toute façon réfléchir à ça, qu'on le veut ou pas. Il y avait à un moment donné, en tout cas, une mobilisation de l'État, de l'ancien Premier ministre, qui voulait encadrer les écoles coraniques. Dans la plupart des écoles fermées, au centre et également au nord du pays, ces groupes terroristes réclament à ce qu'il y ait des enseignements arabo-phoniques. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'enseignement arabe ou l'enseignement islamique, des choses comme ça, ce sont des enseignements qui n'ont pas attendu l'arrivée des groupes djihadistes. Par exemple, moi qui vous parle, j'ai appris à lire le Coran, en fait, à écrire le Coran avant d'aller à l'école. Ça, c'est pratiquement beaucoup de personnes l'ont fait, et de différents groupes ethniques, ça dépend simplement du milieu. Donc en soi, c'est pas ça le problème. Pour moi, qu'on accepte aujourd'hui de trouver un système dans ces localités-là où les groupes terroristes qui sont les maîtres des lieux demandent à ce qu'on ouvre les écoles, d'accord, mais qu'on enseigne le Coran, on peut toujours discuter avec eux, dialoguer pour voir comment les deux systèmes peuvent coexister. Kumba, peut-on dialoguer avec ces groupes terroristes? Bien sûr. Peut-être que lui, il peut. Bien sûr. Peut-être que lui, il peut. Non, mais bien sûr. Comment ça, bien sûr? Moi, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est crédible, j'ai lu qu'au Mali, aussi bien qu'au Burkina, ils ont rouvert 600 écoles. Je ne peux pas vous dire... Oui, bien sûr, bien sûr. Ces terroristes-là, oui, ils ont rouvert 600 de nos écoles. Et ils n'ont rien construit comme école. Dialoguer avec qui? Est-ce qu'on les voit? Ils sont où? Ils sont qui? Ils sortent d'où? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je ne sais pas. Peut-être que les sociologues et autres connaissent très bien le terrain. Eux, ils peuvent nous conseiller. Bon, c'est un autre débat. Vous dites que nous pouvons dialoguer avec eux. Comment? Il y a l'exemple de l'association Faso d'Ameton, dirigée par Amadou Koulibaly, qui a rencontré Amadou Koufa. Il y a des audios que moi, personnellement, j'ai écoutés. Et on sait, crédible, bien sûr. Et suite à ça, et Koufa lui-même, dans sa dernière intervention, dans son dernier audio, qui est disponible aussi, il parle justement de cette rencontre avec Amadou Koulibaly, et qui a permis, par exemple, une accalmie dans la zone de Kémassina, une accalmie dans la zone de Togéré-Koumbe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez, par exemple, dans des zones telles que Diafarabé, Massina, l'interfleuve, les gens continuent à vaquer complètement à leurs affaires. Donc ce sont des gens qu'on rencontre. De toute façon, ils sont parmi nous. C'est eux qui sont partout, y compris à dans la région de Mopti. Ils sont partout. D'accord. Mohamed Aga Acharam, comment peut-on rouvrir ces écoles fermées? Les écoles fermées, pour moi, toutes ces solutions que maman a été disponibles, c'est des alternatives à court terme. Pour moi, pour que les écoles réouvrent, il faut vraiment la sécurité totale. Il faut la sécurité totale et la présence des services sociaux de base. Que l'enseignant qui soit dans un village à Boukoumbe, ou bien à Ménéka, ou bien chez moi à Tété, que l'enseignant n'est pas... Quand il dort, il faut qu'il soit tranquille. Quand il prépare ses leçons, il faut qu'il soit tranquille. Quel type de sécurité faut-il pour faire face à ces menaces-là? Ne pas craindre être attaqué par X ou Y, qu'il soit groupe armé sécessionniste ou qu'il soit terroriste voulant faire de l'enseignement, je ne sais pas quoi, arabo. Comme Nico l'a dit, avant que ces gens-là ne viennent, nous, on a appris le Coran et on continue de l'apprendre. Ce n'est pas avec eux qu'on on l'apprend ici à Bamako. Aujourd'hui, l'enseignement bilingue, ou s'il faut le dire, il y a même un département ministériel qui est bilingue ou quelque chose comme ça. C'est la volonté des autorités pour aller vers ce que c'est d'éliminer la cherche. D'accord. Alors, en plus de ces problèmes des enseignants également sont en grève, ils réclament le paiement de salaire du mois de septembre dernier, notamment dans la région de Tombouctou. Kumba, comment peut-on comprendre que jusqu'au 21 octobre, les salaires du mois de septembre des enseignants ne sont pas encore payés? Quand vous dites que... vous savez, ça ne date pas de maintenant. À un moment donné, même avant 2012, il y avait eu finalement, c'est pathétique à dire, il y avait eu un deal entre les enseignants des collectivités et le département de l'éducation. Eux, si au 5 du mois, ils ne sont pas payés, ils vont en grève sans préavis. On le leur a accordé. Est-ce que ça, c'est une fonction publique? On ne peut pas créer une fonction publique et ne pas lui donner tous les outils pour exister. L'autre fonction publique a une direction de la solde.
Et la fonction publique des collectivités n'a pas de direction de solde. Le problème, ça n'est pas l'argent toujours. L'argent peut être là, mais il y a tellement de signatures, et on sait très bien que les ressources humaines des collectivités, des maires qui n'ont pas été à l'école, à part le secrétaire général et quelques-uns, si on doit passer par 10 personnes, si les états de solde doivent passer par 10 signatures, si 3 ne sont pas là, c'est basta. Donc le problème, c'est de créer une direction de la solde, parce que la fonction publique des collectivités n'est pas une sous-fonction publique. C'est une fonction publique si tous les outils sont là. Mais au Mali, on prend des droits et des lois et tous les articles n'existent pas. Les outils n'existent pas pour la fonction publique des collectivités. Et il y a un autre problème que vous n'avez pas souligné. Il n'y a pas qu'en région de Tombouctou, il n'y a pas que les enseignants des collectivités, il y a aussi les enseignants des écoles communautaires. Les ECOM qui perçoivent simplement une subvention de 25 000 dans un pays. Même si nous sommes en guerre, 25 000 comme subvention, le Mali devient un État voyou. Parce que si ce sont des travailleurs, ils ont droit au moins au SMIC. Alors, et ils ne sont pas payés. Et eux, c'est une fois par an, s'il vous plaît. Alors, les responsables syndicaux de la région de Tombouctou affirment que l'arrêt de travail continue jusqu'au paiement de salaire. Est-ce que c'est justifiable, M. Diko? Vous savez, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut payer un loyer, il faut nourrir les enfants, il faut les envoyer à l'école, il faut faire face aux soins de santé, dans un contexte aussi de cherté de la vie. Donc, les enseignants, ils ont le droit d'aller en grève, parce que de toute façon, on sait qui les dirige et ils ont l'aise à la fin du mois. Une des solutions, c'est complètement de sortir de cette histoire de fonction publique des collectivités, de double fonction publique. Il faut qu'il y ait pour moi une seule fonction publique avec une seule trésorerie nationale qui paye tout le monde aux mêmes dates. Ce n'est pas normal que certains soient payés et que d'autres soient payés en retard parce que les difficultés de la vie, les dépenses quotidiennes ne vont pas attendre que les choses se résolvent. La question il nous reste 5 minutes. Nous allons écouter Seydou Maïga, secrétaire général de coordination des syndicats d'enseignement fondamental de la région de Tombouctou. Nous sommes en arrêt de travail, c'est suite au retard du salaire du mois passé, le mois de septembre qu'on n'a pas réussi jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc c'est ça l'objectif de l'arrêt de travail qui présentement se effectue au niveau de la région de Tombouctou. Bon, le problème, au départ, c'était un problème de crédit, d'après les services financiers. Mais après, on a compris qu'il y avait également d'autres problèmes. Et ce n'est pas seulement un seul syndicat, c'est l'ensemble des syndicats de la région de Tombouctou qui a un arrêt de travail. Donc c'est pratiquement toute la région, il n'y a aucune école ne fonctionne présent. Donc on attend effectivement que tout le monde soit payé pour reprendre le travail sur tout l'étendue de la région de Tombouctou. Mohamed, certains estiment que les enseignants exagèrent. Qu'en pensez-vous? Ceux qui estiment que les enseignants exagèrent, ils n'ont qu'à payer les factures des enseignants. C'est aussi simple que ça. Mais c'est clair. Que les enseignants, c'est comme moi, j'ai un frère, j'ai des frères enseignants. Certains de nous, leurs pères sont enseignants. Et ils doivent nous nourrir. Ils ont un loyer à payer. Ils ont quelqu'un qui est malade, il faut payer la facture chez les médecins. Si on veut que les enseignants soient juste des serviteurs sans besoin, il faut que l'État prenne en charge tous leurs besoins à 100%, qu'ils aient accès à automatiquement quand tu es enseignant, tu as une maison gratuite, tu as l'électricité gratuite, ton travail c'est seulement enseigner. En ce moment, ils ne vont jamais aller gréver. Mais si l'enseignant paye ses factures, son pouvoir et tout ça là, comme les fait les ministres, d'ailleurs les ministres ne les fait même pas, c'est quelqu'un d'autre qui les fait pour lui. Il est normal qu'il manifeste, qu'il arrête de travailler quand on n'arrive même plus à lui payer les petits salaires qu'on lui doit. Il faut qu'on arrête ces trucs-là d'en vouloir aux enseignants à chaque fois ou bien à tous les gens. Les gens ont des charges auxquelles ils doivent faire face. D'accord. Alors, Koumba Yarissi, les enseignants sont-ils eux-mêmes en règle? Ils sont-ils eux-mêmes en règle? En règle, ça veut dire quoi? Si les enseignants ne sont pas en règle, comme vous le dites, moi je ne parlerai même pas de règles. Ceux qui sont en face d'eux, qu'est-ce qu'ils font
pour que les enseignants soient en règle, si on parle comme vous. Parce que si les enseignants ne sont pas compétents, ce n'est pas de leur faute. Il faut une formation continue. Est-ce que l'État s'emploie à ça? Si les enseignants sont toujours enragés, entre guillemets, je n'insulte personne, ils ont de bonnes raisons très souvent. Mais ils n'ont pas toujours raison non plus. Ils n'ont pas toujours raison. Ça, il faut le dire. Monsieur Dicko, en 30 secondes, à quoi l'année académique 2019 va-t-elle ressembler au Mali? J'espère qu'elle va être une bonne année, à condition que l'État, par exemple, dans les zones où l'école est fermée, puisse créer des centres dans les zones sûres, en tout cas entre guillemets, et qu'on puisse faire venir ces enfants avec le soutien des bailleurs. On me signale que nous n'avons plus de temps. Ce débat a été réalisé et coordonné par Mohamedou Touré avec une présentation de Imirana Kilomaïga, à la mise en onde de Gagny Kanté et à la régie vidéo Salim Diouara. Merci de l'avoir suivi et merci également à nos invités. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.